Donc je m'appelle Étienne Guillermaz. Donc, comme je le disais, je suis philosophe depuis 2 ans maintenant. Je me revendique comme étant de l'école stoïcienne. Et le stoïcisme, on va y venir durant cette conférence parce qu'on va traiter de la République romaine, de toute l'histoire de la République romaine, qui est extrêmement riche d'enseignements. Et on va vite se rendre compte, tous ensemble, que la philosophie stoïcienne, ça fait partie intégrante de la culture romaine, que ce soit donc depuis le début de la République, jusqu'à sa chute, et après. Et à partir de l'histoire de la République romaine, on va en tirer des leçons de comparaison, en fait, pour comparer tout cela à la République dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle, la Ve République, et de ce pourquoi, au final, eh bien, peu de choses ont changé depuis donc presque 2000 ans, mine de rien, un peu plus de 2000 ans, 2500 ans même. Et c'est pourquoi cette conférence s'intitule « De la République à la tyrannie, le cycle éternel enfin brisé », vu ce que nous avons commencé à faire, nous, France Insoumise, depuis l'an dernier. Donc il est quand même important de rappeler que le début de la civilisation humaine, on commence à le voir en termes d'histoire à partir de l'époque du néolithique, donc à la période où les tribus de chasseurs-cueilleurs commencent à se sédentariser, donc à se regrouper dans des villages, et dans ces villages, bien à l'abri des affres de la nature, d'ailleurs ces palissades vont commencer à émerger des systèmes politiques, donc on va passer d'une civilisation tribale d'abord à des monarchies en général, après à des théocraties, dans certains cas à des monarchies théocratiques, comme en Égypte, toute l'Égypte des pharaons c'est une monarchie théocratique, et des fois, il y a des exceptions qui se font, et on voit apparaître des régimes parlementaires. Ces régimes parlementaires, les plus célèbres, c'est la démocratie athénienne, et le deuxième plus célèbre, évidemment, c'est la République romaine. Et là aussi, on va se poser la question, quelle est la différence entre démocratie et république ? Alors, ces systèmes, quels qu'ils soient, ils ont tous connu un âge d'or. Ils ont resplendi à leur juste valeur. Mais chaque système, que ce soit une monarchie, que ce soit une théocratie ou même un régime parlementaire, ils ont tous fini par chuter, par devenir les ombres de ce qu'ils ont été pendant leur âge d'or respectif. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment des sociétés qui sont quand même évoluées, sur la question en tout cas des sociétés ayant des systèmes parlementaires, qui ont des corpus de loi, des constitutions, comment ces systèmes peuvent succomber à l'égoïsme d'une poignée ? Comment tous ces gouvernements, qui pourtant se succèdent, il y a du renouvellement dans la République romaine, tout comme dans la démocratie athénienne, finit par susciter systématiquement, chez les citoyennes et les citoyens de leur nation, la venue d'un tyran complètement messianique destiné à sauver la nation d'elle-même. Alors, il y a énormément à dire sur tous ces sujets, c'est très vaste. Donc nous, on va surtout se concentrer sur la République romaine, parce que sinon, effectivement, il n'y aura pas assez de 2h50 de temps d'enregistrement. Et donc, avant d'enchaîner sur notre propos, donc de la République à la tyrannie, j'aimerais commencer par une citation d'Akira Kurosawa, qu'il a donnée dans une interview en 1985 lorsqu'il présentait son film Ran au Festival de Cannes. Kurosawa disait, je cite, « Je dépeins les êtres humains tels qu'ils sont. En fait, ils ne font que répéter les mêmes erreurs, les mêmes horreurs, les mêmes actes sanguinaires et violents depuis la nuit des temps. Et on n'a pas encore compris qu'on doit arrêter la guerre. Pour le pouvoir, les hommes continuent à répandre le sang, à se battre. Pour combien de temps les êtres humains vont continuer à se comporter de cette manière absurde ? J'ai montré la réalité. La question est de savoir combien de temps elle va durer. » Ça, c'est ce que Akira Kurosawa disait en 1985. Et là aussi, à travers cette conférence, nous allons nous rendre compte que la guerre, ça a toujours été l'instrument des puissants pour affaiblir le peuple, systématiquement. Alors, la République romaine, la question va donc... Et elle a eu un début, c'est comment elle s'est fondée. Donc il faut se rappeler que
les origines de Rome, historiquement, sont assez nébuleuses. On connaît le roman national avec l'Énéide, Romulus et Rémulus, la Louve, etc. Ça, on ne va pas forcément s'y attarder, puisque, comme je le disais, c'est du domaine du roman national, donc on ne peut pas le vérifier strictement du point de vue de l'histoire, mais ce qu'on sait, c'est qu'en 509 avant Jésus-Christ, le dernier roi de Rome, un roi étrusque, Tarquin le Superbe, subit une révolte, pas du peuple, mais de l'aristocratie romaine. L'aristocratie romaine se révolte suite au viol de Lucrèce par le fils de Tarquin, donc par Sextus Tarquin, et cela amène à un changement profond donc, de la monarchie romaine vers une oligarchie. À ce moment-là, les instances qui contrôlaient la ville, donc avec Tarquin, c'était le Sénat et 2 magistrats suprêmes qui vont devenir les 2 consuls de Rome. Ce qui va se passer immédiatement, dans les 2 ans qui vont suivre la mise en place de cette oligarchie, ça va être une répression sanglante de la majorité de la population de Rome par les nouveaux maîtres de la ville, par les aristocrates. Donc il faut bien se dire qu'à cette époque, à Rome, l'histoire a pu démontrer qu'il y avait environ 130 000 habitants. Les patriciens qui gouvernent à ce moment-là, c'est 5% de cette population. C'est 5%. Et ils tiennent tout. Et en fait, le gros problème qu'a le peuple romain à ce moment-là, ce qui va devenir la plèbe, quelques années après, c'est l'endettement. Ils sont tous surendettés auprès des patriciens qui en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que des fois, les maisons sont saisies, ça c'est encore au mieux, mais des fois ce sont les personnes qui sont saisies, qui sont traînées sur la place publique avant d'être vendues pour éponger les dettes. Et quand je dis les personnes, c'est les adultes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout y passe. Et donc, cela va forcément entraîner des troubles, parce que 5% de 130 000, ils ne sont pas majoritaires, la plèbe va commencer à se dire qu'on pourrait se révolter, et ils vont se révolter. Et pas qu'un peu. Et alors, la plèbe décide, pour faire valoir ses droits, de se retirer. Ils font ce qu'ils appellent sécession, et ils se retirent sur l'une des collines qui jouxtent Rome, la fameuse colline de l'Aventin, qui va devenir une place forte de la plèbe pendant toute l'histoire de Rome. Et ils y restent et ils disent, maintenant, nous on refuse de revenir tant qu'on n'a pas des droits. Alors les patriciens, ils se disent, non mais attendez, ceux-là on va les calmer, on va lever l'armée, puis on va aller leur expliquer le reste. Sauf qu'il y a à ce moment-là un problème. À ce moment-là, le Latium, donc la région qui environne Rome, il y a plein d'autres tribus qui aimeraient bien conquérir cette jeune cité, et il y a des armées qui se rapprochent, en particulier l'armée du peuple volsque, une armée pour l'époque importante, et les patriciens savent que s'ils n'enrôlent pas rapidement des plébéiens dans l'armée, ils sont cuits. Alors, en 495 avant Jésus-Christ, la guerre contre les Volsques atteint donc son paroxysme, et il faut aller chercher des soldats plébéiens. Et donc, comme il y a 2 consuls à Rome, chacun a son avis. Alors, Claudius Sabinus, qui est donc un patricien, lui, il s'est dit, non mais on va aller les chercher de force, il nous reste 3 soldats, ça suffit bien pour mater quelques centaines de milliers de pauvres. Mais le second, Publius Servilius, lui, il dit, non, on va négocier, on va trouver des arrangements. Donc, il se rend avec une délégation donc, sur la colline de l'Aventin pour rencontrer les émissaires de la plèbe. Et il leur dit, voilà, si les Volsques ils arrivent, nous on y passe, d'accord, mais vous aussi. Et il leur fait le marché suivant, la concession suivante, une promesse. Publius Servilius, il va donc faire un édit consulaire, qui nous est parvenu d'ailleurs. Donc je vais pouvoir vous citer. Donc cet édit, il précise qu'il est interdit de retenir dans les fers ou en prison aucun citoyen romain, et de l'empêcher ainsi de se faire inscrire devant les consuls, c'est-à-dire de perdre ses statuts, de saisir ou de vendre les biens d'un soldat tant qu'il serait à l'armée, et enfin d'arrêter ses enfants ou ses petits-enfants. Le deal, c'est ça. Tu vas te faire trouer la peau pour nous, on te prend rien, tant que t'es dans l'armée. Alors, la plèbe, ils vont se concerter, et ils vont se dire, bon, au moins, lui nous a promis quelque chose, c'est mieux que Sabinus qui veut tous nous envoyer à la mort. On est d'accord. Et donc la plèbe va s'enrôler massivement, ce qui va permettre à Rome de lever une armée gigantesque. Alors autant vous dire que l'armée volsque, elle ne va pas durer longtemps, ils vont se faire écraser,
Et dans le même temps, les patriciens ils vont se dire, bon, ça marche bien, on va en profiter pour agrandir un peu le terrain. Et donc, ils vont écraser également d'autres peuples qui n'avaient rien demandé, qui étaient à côté, ils étaient bien lancés. Et ça va durer quelques années, comme ça. Mais le problème de la guerre, c'est que ça se finit. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Et donc, la plèbe, elle va rentrer à Rome. Et là, elle va aller trouver Servilius et lui dire, tu nous as promis des choses. Et maintenant, nous, on veut ça, ces droits-là. Puis aussi, on a quand même servi, on en a fait plus que ce qu'on nous a demandé, donc on veut la suppression des dettes. Et alors Servilius, il dit, ah oui, bon, c'est vrai que j'ai promis, mais au Sénat, ils sont pas d'accord. Ah oui, mais la plèbe va dire, ah oui, mais nous, on est armés maintenant. Donc, on peut négocier. Et alors, le truc, c'est que Servilius, il va aller trouver le Sénat pour dire, ben oui, ils sont armés, oui, puis ils sont pas contents. Et alors, Claudius Sabinus, celui qui, je vous le rappelle, voulait faire exterminer donc, tous ceux qui s'étaient réfugiés sur l'Aventin, c'est-à-dire quand même beaucoup de monde, va dire, pas de problème, ils peuvent rentrer. Et au moment où les plébéiens vont rentrer, désarmés, bien évidemment, il va tous les faire saisir, les emmener au forum et les vendre. Alors, bien évidemment, ceux des plébéiens qui n'étaient pas encore rentrés vont dire non, mais une fois, mais pas deux. Et ils vont dire bah, ça y est, mais nous on rentre en armes là. Et puis surtout, le Claudius Sabinus, c'est pas notre consul, pas mon président, et on veut plus de lui. Et donc, comme il faut strictement 2 consuls pour gouverner Rome, ça c'est obligatoire, ils vont prendre un centurion. Alors, dont le nom nous est pas parvenu aujourd'hui, il va dire ben voilà, lui c'est notre représentant, c'est notre consul. C'est lui. Et Claudius Sabinus, on n'en veut plus. Alors, s'il va y avoir une courte période de guerre civile, qui ne va pas avoir le temps de durer parce que les Volsques, qui voyaient le résultat, mais ils se sont dit, bon, ils sont trop occupés à se massacrer entre eux, on va revenir, et ils sont revenus. Et paf, la guerre reprend, instantanément. Et donc la plèbe s'enrôle à nouveau, mais beaucoup moins qu'avant. Et là, la guerre, elle est gagnée par Rome, mais pas trop. Là, il y a beaucoup de plébéiens qui sont restés, et entre-temps, il y a eu des élections, il y a 2 nouveaux consuls qui ont été élus, mais clairement, les gens en ont ras-le-bol. Et ces 2 consuls, ils finiront par essayer de faire copain avec tout le monde, et ils finiront par être haïs et des plébéiens et des patriciens, parce que la négociation, c'est pas passé. Vouloir faire plaisir à tout le monde, ça ne marche pas. Et donc, les patriciens décident que bon, ça suffit un peu le bazar, il est temps de passer à des choses sérieuses, donc ils vont nommer Manius Valerius dictateur. Donc le dictateur à Rome, il va centraliser temporairement tous les pouvoirs pour permettre de sortir des situations de crise. C'est un prototype de l'état d'urgence. Et donc, Valerius, il va dire, bon maintenant c'est moi le chef, vous n'avez pas votre mot à dire, tout le monde s'enrôle, on mate les Volsques et après on discute. C'est ce qui va se passer. Et alors Valerius, il va suggérer de reprendre l'idée de Servilius justement pour inciter la plèbe à s'enrôler à nouveau, c'est que tant que vous êtes dans l'armée, on ne peut pas vous saisir. Vous faites don de votre sang à Rome, donc c'est légitime, on ne vient pas vous prendre votre argent. Alors, la popularité de Valerius va être grande quand même. Ça a beau être effectivement un dictateur, donc une personne autoritaire, le peuple va beaucoup l'aimer. Et à nouveau, Rome va faire des conquêtes, ils vont s'agrandir. Ils vont en profiter. Parce qu'à nouveau, ils vont repasser les Volsques, et après, ils vont aller rendre visite aux Sabines. Sauf que, à nouveau, quand la plèbe va rentrer. Donc, Valerius est déposé, il abdique, il est plus dictateur, il a fini sa mission. Et quand les plébéiens vont venir sonner à la porte du Sénat, le Sénat, il va dire non. C'est non. Voilà, donne les sous que tu n'as pas. Sinon, je te prends tout. Et donc, Valerius, il va prendre parti pour la plèbe. À ce moment-là, en disant, ça, ce que vous faites, c'est pas bien, on leur avait promis des choses quand même. C'est pas vous, voilà, vous les riches qui êtes allés vous faire trouer la peau contre des gens qu'on connaît pas, c'est les pauvres. Et alors, les patriciens, ils vont dire, bon, on va démanteler une partie de l'armée, parce que des pauvres armées, ça c'est dangereux, ça pourrait leur donner des idées, puis on va trouver une nouvelle guerre à faire, à nouveau. Et donc là, ils vont faire en sorte que le peuple des Èques entre en rébellion contre Rome, ce qui va justifier à nouveau qu'on lève l'armée et qu'on envoie toute la plèbe massacrer, voilà, des gens qu'on ne connaît pas. Sauf que là,
Au moment où ordre est donné de massacrer les Èques, l'armée, donc la plèbe, dit non, on veut pas. Et maintenant on s'en va. Alors cette fois-ci, ils vont pas sur la colline de l'Aventin, ils se rendent au mont Sacer, le mont sacré de Rome. Et alors là, les patriciens, ils sont bien embêtés. Parce que là, c'est l'armée qui a désobéi. Alors, il reste des civils à Rome pour faire tourner la boutique, en l'absence des soldats. Et la crainte là, des patriciens, c'est de se dire que si les civils qui sont restés dans l'enceinte de Rome rejoignent l'armée sur le mont sacré, alors là, à nouveau, on est cuit. Là, c'est pire encore. Parce qu'en plus, on ne pourra pas revenir. Et donc, les patriciens, ils vont se dire, on va négocier. Et lors de cette négociation, va être créé un statut très important. Très très important, c'est le tribunat de la plèbe. C'est-à-dire que désormais, la plèbe va avoir des représentants au Sénat, donc les tribuns. Les tribuns qui vont gagner le droit d'être des personnes sacro-saintes, c'est-à-dire que quiconque s'oppose à un tribun devient immédiatement un ennemi de Rome. Pas rien, ça. En sachant que, déjà, le poste de tribun de la plèbe, les plébéiens, ils sont malins. Ils ont dit ça, par contre, il n'y a aucun patricien qui peut le devenir. Ils ont bien noté ça, pour éviter de voir un patricien d'un jour devenir tribun de la plèbe. Et surtout, ils vont disposer de 2 droits, très importants. Donc, ce que l'on appelle le droit d'intercessio, c'est-à-dire qu'ils peuvent interférer avec les décisions du Sénat, et en l'occurrence, le premier droit d'intercessio, ce qui va faire la base du tribunal de la plèbe, c'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher la saisie des dettes. Et ils peuvent annuler des dettes. Et ça va être une épine dans le pied des patriciens pendant un bon moment. Et l'autre droit aussi qu'ils ont, c'est le droit d'auxilium, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi exiger des riches des aides sociales. Et ça aussi, les patriciens, ils vont pas aimer ça. Parce qu'ils ne peuvent pas refuser si les tribuns de la plèbe sont sacro-saints. En sachant que, là aussi, il y a un détail, mais qui a son importance, c'est qu'au Sénat, quand le tribun parle, il est interdit de lui couper la parole. Ça aussi, c'est pas rien, ça, comme droit arraché. Et donc, en 451 avant Jésus-Christ, il va se passer une chose, là aussi, d'importance, c'est que la cité-État d'Athènes, elle a entendu parler de ce qui était en train de se passer. Et elle va inviter, à l'initiative d'Héraclite d'Éphèse, un philosophe stoïcien, 12 plébéiens, pour leur enseigner l'art de la démocratie. Donc ces 12 plébéiens vont partir à Athènes, ils vont y rester quelques temps, et quand ils vont revenir, ils vont dire, voilà, nous on a ramené une chose d'Athènes, entre autres, c'est ce qu'on appelle une constitution. Et c'est là où va être établi ce que l'on appelle la loi des 12 tables, donc, qui est donc cette base de constitution. Alors, le Sénat va tergiverser pendant 20 ans pour l'adopter. Ils vont essayer de reculer un maximum, mais avec les tribuns de la plèbe, c'est plus dur. Mais il faudra 20 ans, 20 années d'efforts au Sénat pour la plèbe pour faire valoir cette constitution romaine, qui surtout donc met à l'abri les citoyens du commun des prédations des riches. C'est surtout ça, la loi des 12 tables. Ça empêche qu'un citoyen romain soit réduit en esclavage. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais pour l'époque, c'est une avancée sociale qui est énorme. Véritablement énorme. Et également, au bout de ces 20 années, réellement, le tribunal de la plèbe est officiellement reconnu comme une institution romaine. Oui, parce qu'à la base, le Sénat, ils avaient dit c'est temporaire. On vous prête un peu de pouvoir, mais il faudra nous le rendre. Et là, maintenant, ça y est, c'est établi. Le tribunal de la plèbe devient une institution fixe. Et un contre-pouvoir, mine de rien. Alors, le tribunal de la plèbe, ça on va le voir dans quelques instants, il va énormément évoluer. Il va connaître un âge d'or, réellement, où à nouveau d'énormes avancées sociales vont être arrachées aux patriciens, et il va également connaître, pareil, sa chute à la fin de la République, ça on verra à la fin. Alors, là aussi, il se passe quelque chose d'extrêmement important en 397 avant Jésus-Christ. Alors à la suite de luttes que l'on imagine âpres, ils n'ont pas dû lâcher le morceau comme ça, les patriciens, le tribunal de la plèbe parvient à arracher un droit fondamental pour les citoyens, c'est que les plébéiens peuvent désormais devenir consuls, chefs de Rome, mine de rien, et censeurs. Alors, les censeurs à Rome, leur rôle, c'est de nommer les sénateurs. C'est là aussi, le pouvoir, il est grand.
Et donc, comme ils peuvent aussi devenir consuls, ils peuvent aussi devenir dictateurs si la situation s'en fait sentir le besoin. Et là aussi, les patriciens, ils vont l'avoir en travers de la gorge pendant un bon moment. Et c'est là, clairement, à partir de ce moment-là, où il y a une égalité qui commence à se faire à Rome, que l'on peut dire que la République romaine naît. Hein, elle commence ses balbutiements donc en 509 avant Jésus-Christ. En 397, ça y est, c'est fait, il y a une constitution. Les riches sont représentés, effectivement, majoritairement au Sénat, en général, et il y a le tribunal de la plèbe pour faire le contre-pouvoir. Alors, là aussi, l'effet que ça a, c'est que ça déclenche une paix civile, puisque tout peut se faire. Et donc Rome commence à s'étendre petit à petit, tranquillement. Alors, une chose aussi qui est importante à noter, c'est que Rome, jusqu'à Jules César, c'est une cité-État, et elle va avoir toute l'attitude d'une cité-État grecque. Il faut bien se dire que lorsque les 12 plébéiens, les décemvirs, ils sont partis à Athènes, ils n'ont pas ramené qu'une base de constitution. Ils ont ramené toute une attitude, toute une culture, la philosophie grecque, ils l'ont ramené avec eux. C'est pas pour rien qu'il va y avoir toujours, on va parler de monde gréco-romain à un moment, et que Rome va reprendre toute la culture grecque. Ils l'ont ramené, réellement. Et donc, alors, nous sommes juste après, 397 avant Jésus-Christ, dans les années qui vont suivre, on commence à voir apparaître des sénateurs qui sont originaires de la plèbe. Mais le problème que ça va donner, c'est que ces plébéiens-là, ils vont vite oublier d'où ils sont originaires, et on va voir apparaître des sénateurs plébéiens qui vont grandement remercier les sénateurs patriciens de leur avoir donné cette chance. Et qui donc vont voter toujours dans le sens des patriciens. Toujours. Et puis, comme ils sont plébéiens, eux, ils peuvent devenir tribuns de la plèbe. Et on va commencer à voir apparaître des tribuns de la plèbe qui sont très, très d'accord avec ce qu'il faut faire avec les patriciens. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et on ne va pas s'aborder l'intérêt de la nation. Et donc, ces micro-dynasties qui vont se constituer parce qu'on commence à voir, un père tribun, un fils tribun, un petit-fils tribun. Ça va amener à la mise en place de lois. En 342, l'interdiction du cumul des mandats. Et surtout, l'obligation d'une attente de 10 années avant une réélection à une même magistrature. Ça a dû être... Là aussi, on n'a pas forcément de traces, mais une sacrée république bananière à cette époque-là. Et donc, cette période-là, où on voit apparaître au final la social-démocratie, si j'ose dire, on appelle ça le conflit des ordres. Les luttes entre les plébéiens et les patriciens, là, ça va saigner. Il va pas y avoir des luttes au Sénat, il va y avoir pas mal de lois, effectivement, liberticides qui vont passer, des fois oui, des fois non. Et bref... Donc, de 367 avant Jésus-Christ à 287 avant Jésus-Christ, donc les plébéiens qui vont être extrêmement influencés par la démocratie grecque, vous l'avez précisé, ils vont enchaîner, mine de rien, des victoires sociales. Et par exemple, en 300 avant Jésus-Christ, il devient possible pour les plébéiens d'accéder à des fonctions religieuses, postes qui étaient réservés là à l'élite de la société, aux fameux 5%. Et une loi va être votée, une loi qu'on appelle la Lex Hortensia. Si à nouveau la plèbe avait fait une grève générale, ils étaient partis sur une autre colline à nouveau pour faire plier donc les patriciens. Et cette loi, la Lex Hortensia, va permettre de voir apparaître un pouvoir, une chambre équivalente au Sénat, qui est le Conseil de la plèbe. Le Conseil de la plèbe, il a un pouvoir. Le plébiscite souverain, le véritable référendum souverain. Et là aussi, ça, les patriciens, ils vont pas aimer ça. Et ils notent, les patriciens. En sachant que le premier plébiscite qui est voté, c'est l'abolition de la dette. Et étonnamment, ça passe. À une très large majorité, les plébéiens, ils disent, on n'est plus endettés. Et comme c'est souverain, les patriciens, ils sont obligés d'accepter. Alors, en 304 avant Jésus-Christ, il se passe également une autre révolution, qui est très pertinente. C'est que, à la base, le corps électoral, c'est uniquement du clientélisme. C'est du réseau, 100%. En 304, c'est plus le réseau qui compte, c'est la circonscription. On vote par circonscription à Rome à ce moment-là. Et alors ça aussi, les patriciens, ça va les déranger, ça.
parce que soudainement, ils perdent une bonne partie de leur réseau. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur leurs clients qui ont voté pour eux, sur cette fameuse donc, caste patricio-plébéienne, telle qu'elle est décrite par l'histoire, donc voilà, par les nouveaux riches, qui aussi vont avoir l'herbe coupée sous le pied. C'est beaucoup plus dur à manipuler des circonscriptions. Et donc, malgré ça, malgré cette nouvelle égalité dans la société romaine, le peuple ne va jamais réussir à prendre réellement le pouvoir. Les patriciens vont toujours trouver un vice de procédure ou une guerre à la gomme, pas très loin, mais une guerre quand même, pour limiter cela. Et le problème, c'est que donc, voilà, cette nouvelle classe sociale, ces patricio-plébéiens, ces nouveaux riches, et ben eux, ils vont faire en sorte que ça stagne, parce que eux, ça leur va bien, ils veulent pas perdre leur nouveau pouvoir. Ça se passe bien, eux, ils ont évolué, il n'y a pas de raison qu'un autre prenne leur place. Et alors, à partir de là, comme ils vont être d'accord avec les patriciens, Rome va guerroyer dans tous les sens. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait au moins 2 ou 3 guerres, avec des peuples plus ou moins locaux. Donc pareil, Rome s'étend de plus en plus, parce qu'ils font des conquêtes. Et le problème que ça va engendrer, c'est qu'à force d'aller faire la guerre, donc de 143 à 133 avant Jésus-Christ, eh bien, les plébéiens ils s'appauvrissent parce qu'il n'y a plus personne au champ. Donc à nouveau, il y a de la dette. Les patriciens ils se remettent à prêter, puis les patricio-plébéiens aussi ils se mettent à prêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les riches, ils rachètent toutes les terres. Et lorsque le plébéien il revient de l'armée, on lui dit, bah, écoute, si tu veux travailler, c'est à mes conditions. Et il faudra faire des efforts. Et l'effort en question, c'est d'accepter des salaires extrêmement bas pour limiter les coûts de production. Et pareil, bah, tu étais propriétaire, mais tu es surendetté, je te rachète ton lopin de terre pas cher, mais c'est toi qui dirige, hein, tu seras métayer. Tu vas voir, c'est bien, c'est le métier de l'avenir, ça. Au 19e siècle, on y sera encore. Bref, eh bien, il y a beaucoup de plébéiens qui, voilà, dans les campagnes environnantes Rome, vont tout perdre, tout. Toute leur propriété, y compris bah, aussi des droits civiques, parce qu'ils ne sont plus autonomes. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Rome pour trouver du boulot. Et donc, à Rome, il y a un exode rural majeur qui se fait. Donc, inutile de vous dire que tous ces plébéiens sans emploi, ils vont commencer à se rassembler, ils vont monter des assemblées plébéiennes, qui vont avoir pour but de discuter déjà, et puis de commencer à se dire que les patriciens, ça va bien 5 minutes, mais qu'on pourrait commencer à leur expliquer le reste. Alors ils vont jamais sauter le pas, ils vont jamais entrer en insurrection réelle, mais ils vont essayer de trouver des solutions. Le seul hic qu'il va y avoir, c'est que les patriciens, eux, ils sont pas dupes, ils vont faire un nouveau appel aux patricio-plébéiens, qui eux commencent à prendre un peu le coup de main, et donc la plèbe va être récupérée par des démagogues de tout poil, de toute confession, qui vont les maintenir. Alors oui, en assemblée, oui c'est bien, mais oula, on se révolte, mais voilà, le moment venu, il faut voter utile, il faut voter pour les riches, sinon on est perdu. On n'arrivera pas à s'en sortir sans eux. Mais le problème pour les riches, c'est qu'en 133 avant Jésus-Christ, il n'y a plus d'ennemis, donc c'est la paix. Et là, soudainement, eux aussi sont confrontés au problème du chômage, parce que déjà, il y a plein de pauvres dans les rues de Rome, qui deviennent mendiants, ou bandits, pour la plupart, pour pouvoir survivre, et il n'y a plus personne dans les cambrousses, donc eux aussi, ils perdent de l'argent. Et l'autre problème qu'il va y avoir, c'est que les patriciens, ils vont se dire, bon, il est hors de question qu'on donne à nouveau des droits à la plèbe, parce qu'après ils réfléchissent, ils commencent à vouloir des choses, etc., etc., mais on a fait la guerre. Et on a des esclaves sous la main. C'est bien les esclaves, c'est gratuit. Donc on va aller les mettre au champ, les esclaves, et les pauvres, tant pis pour eux. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc le chômage va achever d'exploser, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, toute la plèbe est au chômage. Plus d'emploi. Donc l'insécurité est galopante dans les rues de Rome, c'est difficile de faire un pas sans se faire égorger. Et les assemblées plébéiennes qui sont encore là, qui n'ont pas encore été séduites par le discours des patricio-plébéiens, vont dire, mais là, cette fois-ci, par contre, là, oui, on va la faire, là, la révolte. Pour de vrai, on est fâchés, là. Et il y a une chose qui va changer la donne, et qui va empêcher aussi, je pense, clairement que Rome finisse en tas de cendres, c'est l'élection d'un nouveau tribun de la plèbe. Et c'est lui qui va amener le tribunat de la plèbe à son âge d'or. Cet homme, c'est Tiberius Sempronius Gracchus, les Gracques. On parle beaucoup en histoire des Gracques. Ah oui, des proto-communistes des vrais, les Gracques, ça oui. Et alors lui, il va cristalliser ce vent de révolte. Tiberius Gracchus. Alors, Tiberius Gracchus, la première fois où il vient au Sénat, il dit, alors on va voter une loi, à mon initiative,
puisque c'est une de mes prérogatives après tout. Alors on va limiter la taille maximale des propriétés terriennes par habitant. Inutile de dire que les patriciens, ils ont roulé des yeux ronds en se disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que fou ?» Voilà, il veut collectiviser les terres, cet imbécile. Et donc, évidemment, l'aristocratie, elle met un veto. Les consuls, ils disent « Ah non, 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 c'est hors de question. » Néanmoins, Tiberius lui dit « Mais pas de problème, vous vous en voulez pas, j'appelle à un plébiscite. » Et donc, le conseil plébéien plébiscite cette loi en disant « Oui, oui, il faut limiter absolument les propriétés terriennes, il faut redistribuer. » Et que fait le consul en place, Marcus Octavius, il dit « Veto, c'est moi qui ai le dernier mot, veto, faites pas vous. » Alors là, ça pète. Ça fait des siècles que la plèbe est opprimée et se fait mener par le bout du nez. Là, pour une fois, ils ont un champion qui les prend pas pour des ânes. Donc la plèbe entre en révolte. Alors, le problème, c'est que Tiberius Gracchus, il va mener une action qui va par contre lui faire perdre malheureusement son soutien pendant cette révolte, c'est qu'il va dire qu'il faut bloquer toutes les institutions gouvernementales. Il faut bloquer l'État. Et le problème, c'est que si l'État est bloqué, ça veut dire qu'il n'y a plus d'aide sociale, parce qu'il y en avait quand même un peu, il n'y a plus de distribution de nourriture pour les plus pauvres, etc., etc., etc. Et donc il y a des émeutes de la faim qui se mettent à surgir, et il va perdre petit à petit, à cause de ça, le soutien de la plèbe. Ce qui fait que Tiberius, frappé par cet acte impopulaire, il va se faire assassiner par un plébéien, juste au moment où il est sur le point de se représenter au tribunal de la plèbe. Donc, excite Tiberius. Sauf que, arrive en 123 avant Jésus-Christ, le frère cadet de Tiberius, Caius Sempronius Gracchus, qui est élu lui aussi en tant que tribun. Et donc, Caius, lui, ce qu'il veut, c'est dire, bon, clairement, on ne peut pas encore collectiviser les terres, mais on va les prendre à revers, on va augmenter les pouvoirs au peuple, on va vraiment faire une démocratie à l'athénienne, et on va arrêter la respublica à la romaine, et on va surtout limiter les pouvoirs du Sénat, puisqu'il n'y a que des riches au Sénat. Et donc, il faut savoir que le Sénat romain, à cette époque, il a des pouvoirs effectivement spéciaux, comme par exemple des commissions judiciaires. Alors les commissions judiciaires romaines, ça ferait passer les grands procès de Moscou pour des exemples de démocratie. À chaque fois qu'il y en a un qui dépasse un peu trop du lot, il y a une commission judiciaire, c'est un traître à la nation, paf, exécuté. Ça va très vite. Étonnamment, il n'y a que des patriciens qui y siègent dans ces commissions judiciaires, c'est que des sénateurs de très grandes familles. Et surtout, ils ont un autre pouvoir, les sénateurs, c'est le Senatus Consultum Ultimum, le 49.3. 49.3 qui est en plus teinté d'état d'urgence parce que cela permet au Sénat la suspension de toutes les instances gouvernementales et l'instauration de la loi martiale. Alors c'est pas la dictature, puisqu'il y a toujours les consuls, mais le Sénat dirige entièrement en vase clos. C'est l'article 16. C'est ça. Et donc, ces deux leviers, ça permet au Sénat d'outrepasser tous les droits du peuple. Parce que, hop, comme ça, c'est fait. Et Caius, ce qu'il va réussir à faire, c'est pas rien, en utilisant de tous ses droits de tribun de la plèbe, c'est de faire interdire les commissions judiciaires, et il va réussir à faire décréter le Senatus Consultum Ultimum illégal. Alors il va même proposer aussi une autre chose. Et là aussi, c'est ça qui va le perdre. Caius, il se dit, bon, il faut faire à l'athénienne, et surtout, il faut penser en stoïcien, c'est-à-dire qu'il faut penser cosmopolite, il faut penser universaliste. Nos colonies, dans les cités italiennes, il faut qu'elles aient les mêmes droits qu'à Rome. C'est logique, c'est égalitaire, c'est des Romains aussi. Bon, ils n'habitent pas dans Rome, mais c'est des Romains, on les a fédérés. Donc il faut qu'ils aient les mêmes droits au niveau du vote. Et alors, instantanément, cette idée plus ou moins de vote des étrangers, ça va le perdre. Instantanément, la plèbe va se dire non, non, on est romains, nous on est pauvres, oui, mais on est romains, pas les autres. Les autres, c'est que des pauvres. Ce qui fait que le Sénat va faire annuler donc les décrets et les lois qu'il avait proposés pour faire annuler les commissions judiciaires et le Senatus Consultum Ultimum qui vont revenir de plein fouet. Et le Sénat, histoire de rigoler un bon coup, va prononcer un Senatus Consultum Ultimum contre Caius Gracchus, le déclarer ennemi de Rome,
et également déclaré qu'il faut l'assassiner par n'importe quel moyen. Ce qui va se passer puisque Gracchus sera assassiné par son esclave personnel qui sera après rémunéré et payé par le Sénat romain et affranchi, puisqu'il a sauvé la République et le pouvoir des riches. Néanmoins, ce qui va se passer après ça, après la mort donc, du dernier des Gracques, c'est que le peuple romain commence là aussi à se rendre compte que le Sénat, au final, c'est à nouveau, rien ne change. On promet, puis ils sont toujours là pour démonter ce que font les tribuns de la plèbe. Ce qui fait que la plèbe romaine va commencer à se dire, mais ils commencent à nous enquiquiner, là, les sociodémocrates. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour mater tout ça. Alors on est encore loin de la période césarienne, mais c'est là où la République commence à s'affaiblir. On n'est pas encore à la fin de la République, mais les gens perdent confiance dans les institutions. Et arrive à ce moment-là, justement, avec les assemblées plébéiennes, un parti, les populares, les populaires, ce qui va donner aujourd'hui le terme de populiste, qui à l'époque, en fait, le populares, le populiste, il est pour le peuple, il représente le peuple. Et les populares, ils ont un programme. Et ce qu'ils revendiquent dans ce programme, c'est une réforme agraire et l'attribution des terres de l'ager publicus, donc du domaine public romain, aux plus démunis, ainsi que la création de nouvelles colonies pour désengorger Rome. L'abolition de la dette des plus pauvres, du blé vendu à bas prix pour commencer, puis distribué gratuitement toute l'année, la citoyenneté romaine aux municipes italiens, c'est-à-dire aux citoyens des colonies italiennes, et surtout le droit pour les plébéiens d'être jugés par leur père, et plus par des patriciens. Donc forcément, il va y avoir une réaction à ce mouvement. Il y a un autre parti, tendance plutôt, qui va se fonder, les optimates, qui représentent la très très vieille aristocratie romaine. Et donc, à partir de là, la République va se diviser en deux, vraiment avec les populares, qui vont représenter les intérêts de la majorité, et l'élite, l'archi-élite des optimates. Alors, là aussi, ça va durer encore quelques années, où ça va à nouveau être relativement calme. Et en 88 avant Jésus-Christ, une nouvelle guerre civile éclate. En l'occurrence, entre Caius Marius, qui est un ancien tribun de la plèbe, un général extrêmement renommé, et le consul de Rome d'ailleurs, et Lucius Cornelius Sylla, patricien, politicien de carrière certainement depuis qu'il savait marcher, il a dû être sénateur, et alors il a aussi été général aux côtés de Marius. Alors il faut savoir que les deux, ils ont eu une querelle. Ils s'aimaient pas, donc déjà, Marius, lui, c'était donc un populares, c'était le chef de file des populares, tandis que Sylla, lui, c'était le chef de file des optimates, alors déjà, c'était pas l'ambiance, mais il se trouve qu'ils se sont disputés pour une capture pendant une guerre. En l'occurrence, la fameuse capture de Jugurtha, donc Jugurtha, c'était un roi numide qui avait été un allié de Rome, qui s'est rebellé contre Rome, et c'est Marius et Sylla qui sont allés lui apprendre qu'on ne défie pas impunément la République romaine, et quand Jugurtha a rendu les armes, c'est Sylla qui est arrivé le premier et pas Marius. Et ça, Marius, il a toujours eu en travers que Sylla, qui était plus jeune, lui ait volé la vedette. Quoi qu'il en soit, il se trouve que, à l'époque où Caius Marius est consul de Rome, le tribun de la plèbe, de ce moment-là, Publius Sulpicius Rufus, qui souhaitait lui aussi reconnaître tous les Romains d'Italie comme Romains, là aussi, c'est pas mal, il voulait également reconnaître citoyens les affranchis. Ça aussi, c'est pas mal. Sauf que, bien évidemment, le Sénat lui a dit non. Et ça va aussi entraîner des émeutes, parce que les optimates vont envoyer leurs propres partisans dans les rues pour casser la gueule aux populares, qui vont répondre en allant casser la gueule aux optimates. Et donc, Marius, lui, il y voit un intérêt. À nouveau, il y a la guerre qui couve en Turquie, et il se dit... Sylla, il m'a eu une fois, si je parviens, malgré mon grand âge, à redevenir général, je peux aller m'occuper de Mithridate IV qui fait le malin, et il sera obligé de reconnaître ma grandeur. Donc il va voir Rufus, et il lui dit, mais écoute, moi je suis consul, moi je te la défends, ta loi là, sur la citoyenneté. Par contre, en retour, toi tu fais passer une motion en tant que tribun de la plèbe pour me faire nommer général à la place de Sylla. Et Rufus, il va dire, d'accord, ça marche. Alors, forcément, ça va se savoir, ça, cet accord, parce que
Tout finit par se savoir. Alors le Sénat, en entendant ça, il refuse. C'est hors de question que les populares retournent faire la guerre et en retirent de la gloire. Donc, ils vont retarder le plus possible les votes des conseils plébéiens, en décrétant des jours de vacances. Soudainement, il va y avoir 4 jours de vacances à la suite. Forcément, ça ne va pas marcher, puisque les partisans de Rufus, donc les plébéiens, là aussi, vont à nouveau se révolter. Ils vont envahir le forum, la place publique, ils vont attraper le fils du deuxième consul, Quintus Pompeius, et ils vont le tuer, en le battant à mort. Alors, de surcroît, le même jour, Sylla, donc, qui je le rappelle était chef de file des Optimates, il est capturé par la foule, on l'emmène de force chez Marius pour lui faire signer la loi en disant que même si les Optimates l'approuvent, c'est très bien. En tout cas, ce sera sous la menace d'un glaive. Quoi qu'il en soit, juste après ça, le soir même, Sylla, il quitte Rome en vitesse, il prend ses légions et il part faire la guerre à Mithridate, en coupant l'herbe sous le pied à Marius. Il fait vite sa guerre, ça se calme vite, et qu'est-ce qu'il fait Sylla à ce moment-là? Il revient, armé. Et alors, on parle souvent on dit souvent que c'est César qui est le premier à faire rentrer des soldats en armes dans Rome. C'est faux. C'est Sylla qui est venu en premier. Et il n'était pas venu pour rien faire. Il a fait saisir Publius Sulpicius Rufus, le tribun de la plèbe, le fait décapiter et fait planter sa tête sur le forum. Marius s'enfuit. Et Sylla se fait donc nommer dictateur. Et alors Sylla, il va avoir qu'un seul objectif, c'est de déconstruire tous les droits acquis par la plèbe pendant tous les derniers siècles. Il va complètement aliéner le tribunat de la plèbe, il va lui retirer tous ses droits, immédiatement. Ce qu'il va faire également, c'est qu'il va nommer des sénateurs supplémentaires, plein de sénateurs chez les riches, pour empêcher la majorité de la plèbe au Sénat. Il va nommer d'autres hauts fonctionnaires, en grand nombre, pareil, chez les riches. Et également, l'une des lois qu'il va faire appliquer de force, c'est que tous ceux qui ne sont pas contre lui, qui sont contre lui, ne sont plus romains. Ils n'ont plus de droits. On peut en faire ce qu'on veut. Inutile de dire que le massacre qu'il y a eu à Rome, tous les partisans de Marius, officiels, ils y sont tous passés. Il n'y en a pas un qui en a réchappé de ce massacre. Alors, il s'est passé aussi également, un détail qui a quand même limité l'influence de Sylla quand même, c'est que il organise des élections anticipées, et ça se retourne contre lui. Il n'y a que des populares qui sont élus, et là, mine de rien, faire flinguer le Sénat, il y a des limites quand même. Ça, il peut pas. Ça passerait pas. Il n'est pas idiot. Et c'est à ce moment-là que Marius revient à Rome. Il était parti en Afrique, il a levé une armée. Il se trouve qu'à ce moment-là, Sylla, lui, il est reparti s'occuper, alors pas de Mithridate IV, mais du 5e du nom, qui à nouveau faisait le malin en Turquie. Et donc, comme il n'y a pas de pouvoir central à Rome, c'est Marius qui prend le pouvoir, pendant un temps. Pour la simple et bonne raison que il décède peu de temps après, de vieillesse, et quand Sylla revient, il y a une deuxième purge qui est lancée. Alors là aussi, il n'y en a pas un qui en a réchappé, des partisans des populares. Ça, il a fait vraiment un ménage par le vide. Et donc Sylla, à ce moment-là, il prend de nouvelles mesures pour être sûr que personne ne peut lui ravir la place. Alors déjà, il instaure une loi qui dit qu'il y a un âge minimal pour les diverses charges publiques. Il faut au moins avoir 30 ans pour être questeur, 40 ans pour être prêteur, 43 ans minimum pour être consul. Voilà, comme les pauvres, on les tue à la tâche, il y a peu de chances qu'ils puissent arriver à ces fonctions. Donc il va encore augmenter le nombre de questeurs et de sénateurs, et il va également remettre en place ce que l'on appelle les comices centuriates, c'est-à-dire qu'à nouveau on ne vote plus par circonscription, on vote par centurie. C'est-à-dire que seuls les citoyens enrôlés dans l'armée peuvent voter. Ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. En sachant que les comices centuriates, elles ont également un autre pouvoir, c'est qu'elles aussi, elles peuvent juger les gens pour haute trahison si l'envie leur en prend. Et seuls les comices centuriates peuvent élire les consuls, les censeurs et les préteurs, donc les instances dirigeantes.
tous les droits du peuple acquis voilà, pendant 200 ans, ça part. Alors Sylla, après, il va abdiquer en 80, il considère qu'il a fait le taf, il n'a plus besoin de rien faire. Il va être élu consul juste après, d'ailleurs, et il va mourir de sa belle mort 2 ans plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est que 80 avant Jésus-Christ, là, on marque la fin de la République romaine en tant que régime parlementaire et régime fait la tendance démocratique, si j'ose dire. Ça marque le début d'une république complètement moribonde, autoritaire et basée uniquement sur l'armée. Seuls les militaires ont des droits. Alors, il va y avoir quand même une période à peu près de paix sociale. Les populares se souviennent bien des massacres de Sylla. Il y a encore beaucoup de lieutenants qui sont en place, qui font la guerre d'ailleurs. Pompée Magnus, Pompée le Grand, qui est un des lieutenants de Sylla, lui va être envoyé en Asie à nouveau faire la guerre. Alors Pompée, lui, il est plébéien. Lui, il n'est pas contre l'idée que la plèbe ait des droits, lui, ça lui parle. Donc, avant de partir faire la guerre en Asie, il va trouver les plébéiens et il leur dit « Bon, à mon retour, on en rediscute. Moi, je serai auréolé de gloire et si j'arrive à passer consul, je remettrai en place tous les droits qu'on a perdus sous Sylla. » Les plébéiens, ils disent « Bon, ok, t'es des nôtres, on va te faire confiance, va faire ta guerre et quand tu reviens, on en discute. » Sauf que, il y a un autre lieutenant de Sylla qui lui s'est dit « Et si on prenait le pouvoir tout de suite ?» Celui-là, c'est Sergius Catilina. Alors il va tenter des putschs, lui, à plusieurs reprises. 3 fois, il va tenter de putcher le Sénat. 3 fois, ça va rater. Alors il s'est dit « Bon, puisque ça marche pas, je vais passer par les urnes. » Et alors, en 64 avant Jésus-Christ, il se présente pour être consul, c'est le 3e homme. Et le Sénat se dit, si lui il passe, on est à nouveau bon pour une période de dictature, puis lui il est jeune, donc ça va durer longtemps, et il est encore plus rude que Sylla, donc faut qu'on trouve quelque chose, faut qu'on ait une idée. Et l'idée qu'ils vont avoir, c'est d'aller chercher un jeune inconnu, enfin inconnu de la foule, mais très populaire auprès des riches, c'est Cicéron. Cicéron, il est avocat, et il s'est fait une spécialité de défendre les riches contre les pauvres. Ce qui fait qu'il a beaucoup d'amis, Cicéron. Il est très très populaire chez les patriciens. Et ils se disent, lui il est tout jeune, il est tout vierge, personne ne fera attention, il pourra faire ce qu'il veut, et puis nous aussi d'ailleurs, et comme ça tout le monde sera content. Et en plus il y aura du renouvellement. Pas de problème. Donc les centuries votent, mais le Sénat s'arrange pour que ce soit... Normalement les centuries sont tirées au sort, la première qui vote, en sachant que selon le résultat de la première centurie, les autres votent pareil. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que cela démontre la volonté des dieux. Il faut bien savoir que le vote à Rome, c'est religieux. La première centurie qui vote, le résultat, c'est la volonté des dieux, tout le monde doit voter pareil. Donc les patriciens s'arrangent pour que ça tombe sur la leur, ils votent à plein tube Cicéron, le reste de Rome vote utile, vote Cicéron, et Cicéron est élu. Magnifique. Et ils sont tous très contents. Cicéron aussi, d'ailleurs, qui est le plus jeune consul de Rome, avant l'arrivée d'Octave Auguste. Et Cicéron, lui, il se dit, bon, lui, là, le Sergius Catilina, déjà, je vais le faire arrêter, pour commencer, ainsi que tous ses partisans. Alors, le Sénat se dit, bon, c'est très bien, il va aller faire un petit tour en cabane, ça va le calmer. Et là, Cicéron, il prend son autorité de consul, il fait passer un senatus consultum ultimum, et il condamne Sergius Catilina et tous ses lieutenants à mort. Et il les fait étrangler en prison. Et là, il se passe quelque chose que les patriciens n'avaient pas prévu. Eh bien, c'est que le peuple ovationne Cicéron pour cet acte. Il faut bien se rappeler que Catilina, il se revendiquait populares, mais du même point de vue que Jean-Marie Le Pen se revendique de défendre le peuple. Et soudainement, il y a un tyran qui est mort, et le peuple, il n'avait pas oublié ce qu'avait fait Sylla au peuple. Et soudainement, Cicéron se retrouve héros du peuple, et plus des patriciens. Et les patriciens, ils sont embêtés parce que Cicéron, il a ni femme ni enfant, donc pas moyen de faire pression sur lui. Et ce que va faire le Sénat, c'est qu'ils vont le déposer. Ils vont lui dire merci, non mais en fait tu t'en vas, et ils vont l'exiler. Bon alors ils vont finir par le rappeler, 1 an plus tard, mais il n'aura plus jamais le moindre pouvoir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de noter, c'est que déjà, ce système-là, il est historique, mais ils ont fait voter utile une fois, face à un épouvantail. Clairement un épouvantail, parce que
Catilina, il n'avait aucune chance d'être élu, c'était le troisième homme, hein, vraiment. C'était un patricien qui était en second aussi. Sauf que les optimates, ils se sont dit, là, on va en faire un de chez nous. Un jeune. Suivez mon regard. Et donc, 2 ans plus tard, Pompée revient de sa guerre en Asie. Et il se trouve que pendant son absence, les popularistes, ils l'ont pas attendu. Eux, ils ont commencé aussi à démanteler toutes les lois de Sylla. Ils se sont dit, au cas où ils reviennent pas, on ne sait jamais. Donc, c'est un peu la guerre au Sénat quand Pompée revient. Parce que le Sénat, Sylla, il est passé par là, voir la plèbe revenir à ses pouvoirs d'antan, c'est hors de question. Non. Hein, l'expérience des Gracques, c'est la preuve que ça ne marchait pas, donc il faut surtout pas y revenir. Et donc, Pompée, il se retrouve et il se heurte aussi au Sénat. Il a beau être général, il n'a pas l'autorité nécessaire. Et alors, Pompée, il va être obligé d'aller trouver le gouverneur d'Hispanie, qui lui est extrêmement populaire au Sénat, c'est un certain Jules César. Et César, il lui dit, pas de problème, moi je suis dans ton camp, j'aime beaucoup le peuple, même si je n'en suis pas originaire. Et tu vas voir, on va faire des choses. Alors, à 2, ils n'arrivent pas encore à faire flancher suffisamment le Sénat. Ils vont aller chercher un 3e larron, Crassus, grand ami de Pompée, et de César aussi d'ailleurs. Et ils vont fonder le Triumvirat. Alors ce Triumvirat-là, il faut bien se dire qu'il est complètement officieux, et pourtant ce sont ces 3 hommes, jusqu'au début de la guerre civile, qui vont diriger la République. Et complètement. À ce moment-là, les consuls n'ont d'autorité que le nom, quoi. Ils font ce qu'on leur dise. Le Sénat, c'est pareil. Les censeurs, les prêteurs, les questeurs, tout le monde est aux ordres du Triumvirat. Alors, César, lui, il va mener une campagne, alors pour le peuple, effectivement, très agressive envers les patriciens. Il va même faire pression sur un sénateur très important, qui va d'ailleurs passer toute une année entière enfermé chez lui de peur de sortir, tellement il avait peur de se faire assassiner par les partisans de César. Et donc, ils vont avoir à peu près les coups des franches. À l'issue de ces quelques années, César va être élu consul, et à nouveau, il va mener une campagne contre les patriciens, il va leur arracher énormément de droits. Et César, il va devenir, en lieu et place de Pompée, le véritable meneur de file des populares, malgré son statut de patricien, à la base, et d'aristocrate. Le problème, du triumvirat, c'est que, comme c'est un système qui est officieux, et qui introduit plus ou moins à nouveau une république bananière, la corruption va bon train. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et également, à nouveau, le peuple a faim. Donc ils reviennent à Rome, à nouveau il y a de l'insécurité dans les rues. Donc, le triumvirat décide de rester au pouvoir, parce que il faut quand même résorber tout ça. Et là, il y a un petit changement de pouvoir. Pompée et Crassus deviennent consuls de Rome, et César, lui, il part en tant que gouverneur des Gaules, faire justement la guerre aux côtés de Vercingétorix. Et il se trouve que ce qui va mener à la guerre civile, c'est pas que la guerre de César était illégale, effectivement, c'était pas une guerre qui était commanditée par le Sénat, c'est Vercingétorix qui est venu trouver César pour lui dire « j'ai besoin d'aide, je veux devenir roi de la Gaule. Et si après moi je suis roi de la Gaule, je suis ton copain pour toujours. » Mais le problème, c'est que Pompée, il n'a pas digéré que César lui vole sa place de leader des populares. Alors, il y a des choses qui font tenir l'alliance. Il y a Crassus, déjà. Puis César, il n'est pas dupe. Il a fait marier sa fille Julia à Pompée. Comme ça, il y a des liens. Sauf que Crassus, lui, va mourir à la bataille d'Écart contre les Parthes, et Julia, l'épouse de Pompée, elle va mourir en couche. Et c'est ça qui va permettre à Pompée de se dire « bon, j'ai plus aucun lien avec César, maintenant je peux lui faire la peau ». Et donc, Pompée va faire passer un vote au Sénat pour obliger César à rendre ses atouts de général. César, il va dire non, c'est hors de question, parce que c'est un vote illégitime. Pour faire contrer ça, César va faire nommer tribun de la plèbe son lieutenant, Marc-Antoine, qui ne pourra pas opposer son veto, puisqu'il y aura une émeute sur le forum au moment du vote. Et donc ça va conduire à la guerre civile. Donc en 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon avec ses légions. Pompée et tous ses partisans fuient Rome. César s'installe. Il se proclame dictateur. Il en a le droit après tout.
Et lui, César, il est instruit, c'est un stoïcien également, il a beaucoup lu Platon, et il va se dire, il est temps de faire passer Rome à la vitesse supérieure. La cité-État, ça ne suffit plus. Donc, pendant toute la période où il est à Rome, avant de partir pour chasser Pompée en Grèce, il lance des réformes pour transformer Rome, la cité-État, en capitale de ce qui va devenir l'Empire romain. Et une véritable capitale avec toutes les infrastructures qui en dépendent. Donc s'ensuit la période de la guerre civile, durant laquelle César et Pompée vont s'affronter. Donc César sort victorieux de cette guerre. Et quand il revient, à nouveau il agit en platonicien convaincu. Ses premières mesures en tant que dictateur, quand il est de retour, c'est de limiter les pouvoirs du peuple pour se les donner à lui. Il va s'accaparer ainsi beaucoup de pouvoirs. En l'occurrence, il va cumuler le statut de dictateur et celui de tribun de la plèbe. Donc sa personne devient sacro-sainte, s'opposer à lui c'est devenir un ennemi de Rome, je le rappelle. Et pendant qu'il y est, en 46, il se fait voter par le Sénat l'ensemble des pouvoirs censoriaux, donc il peut nommer des sénateurs comme bon lui semble. Et la première mesure de César, à ce moment-là, c'est de passer le nombre des sénateurs de 400 à 900 sénateurs. Et il va y mettre tous ses copains. Alors il va faire venir des Gaulois, il va faire venir des Égyptiens, des Turcs, tous ceux qui l'ont soutenu pendant la guerre civile, ils vont tous avoir des postes de sénateurs. Les patriciens vont se retrouver noyés dans un mouchoir de poche. Ah, ils sont présents, hein, ils sont là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ne représentent plus rien. Ils n'ont plus aucune autorité à ce moment-là, les patriciens. Et là, ils commencent à se dire que ça craint, très fort. Là. En sachant que, pareil, César, il se dit, pareil, on va faire comme si là, on va augmenter les questeurs et les édiles, parce que tout le monde peut avoir des postes, tout le monde va négocier, de fait. Alors, comme tout le monde le sait, César, il est assassiné par une conjuration de sénateurs, tous des patriciens d'ailleurs, soyez en passant. Et donc, à nouveau, la paix civile qui avait quand même été maintenue, mine de rien, par César, ça s'effondre comme un château de cartes, parce que soudainement, il n'y a plus de pouvoir central. Il commence à y avoir des dissensions entre les Romains, puis toutes les pièces rapportées par César, c'est-à-dire tous les sénateurs gaulois, etc., qui sont chassés de Rome quand même. Et donc, à nouveau, ça commence à s'entre-assassiner entre partisans de Brutus, entre partisans de César, etc., etc. Et donc, il y a un nouveau triumvirat officiel là, qui donc prend la place, qui est le triumvirat qu'on connaît tous, donc celui qui est emmené par Octave, le neveu de César, Marc-Antoine, et le général Lepidus. Alors, ce triumvirat-là, eux, ils vont pas s'en cacher, ils vont continuer toutes les réformes de César, et au final, il n'y aura pas un dictateur, il y en aura 3. Et donc, ce qui va finir par mettre le feu aux poudres, c'est tout simplement que Marc-Antoine va être envoyé en Égypte. En Égypte, il va fomenter un coup d'État, et après, le reste, c'est de l'histoire. Octave l'apprend, le décrète ennemi de Rome, c'est la guerre. Marc-Antoine perd face à Agrippa, l'un des lieutenants d'Octave, et ainsi, Octave, il a les coups des franches, il n'a plus d'ennemis, et il va se faire voter pour préserver la paix civile, en 42 avant Jésus-Christ, et tous les pouvoirs, c'est-à-dire il va cumuler les pouvoirs militaires, religieux et civils de la République, et donc c'est en 42 que Auguste apparaît, c'est le début de l'Empire romain. Et donc, ça c'est l'histoire de la République romaine. Et on ne peut pas s'empêcher de voir à quel point il y a des correspondances, et même à travers toutes les républiques qu'il y a eu, à travers de l'histoire. On va juste prendre notre révolution à nous, en 1789, alors on renverse une monarchie autoritaire, de droit divin. Bon, Tarquin le Superbe, il n'était pas de droit divin, il était juste roi. On a une très courte période de république, très courte, environ 4 ans. Il y a la Constitution de 1793. Les Girondins se retournent contre Robespierre en le décrétant ennemi de la République. Ils le font exécuter, les Girondins prennent le pouvoir, ça devient le Directoire, un État policier, ça devient le Consulat, un État encore plus policier et autoritaire, ça devient l'Empire bonapartiste. Alors après, il y a la Deuxième République, mais qui ne va pas durer très longtemps non plus, puisque, à nouveau, on aura Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon, l'Empire, à nouveau,
la guerre, à chaque fois, hein, et ça recommence. Et alors là aussi, il y a quelque chose voilà, qu'on peut se noter, c'est que au final, les optimates, ils sont toujours là. Toujours. On les a appelés les Girondins en 1793, mais c'était les optimates, c'était tous les aristocrates, les réactionnaires. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de mettre en place une république, alors après l'Empire bonapartiste, mais la Seconde République, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recyclé tous les fonctionnaires de Bonaparte. Tous. Eh bien oui, elle n'allait pas mettre des gens nouveaux, qu'est-ce qu'on allait faire des autres? C'est comme ça que Napoléon III il a pu prendre le pouvoir. Hein. La Troisième République, qu'est-ce qu'on a fait? On a recyclé tous les fonctionnaires du Second Empire. On les a remis dedans. Donc non seulement on a eu les 2 guerres mondiales sous la Troisième République, mais parce que ça arrangeait très bien les optimates, à nouveau, pour envoyer les pauvres se faire crever la peau. Bien sûr. On est resté très romain dans cette manière de fonctionner. Les pauvres, quand ils réclament trop, on les envoie à la guerre. Ça les occupe, et quand ils reviennent, ils pensent à autre chose, en général. Même si là, il est clair que la plèbe romaine n'oubliait pas, hein, ils avaient une meilleure mémoire que nous. Et donc pareil, donc pour en suivre l'histoire de nos républiques, donc on a la Seconde Guerre mondiale, alors avec l'état de Vichy avant, la Quatrième République, on commence à recycler des vichistes parce que quand même c'est des braves gens, pas tous, mais certains. Et alors, guerre dans les colonies, hein, on va quand même pas laisser voilà, nos cités à nous se rebeller contre le pouvoir central, ce serait quand même un peu dommage. On envoie à nouveau les pauvres au casse-pipe. Bon, on les perd ces guerres. On les perd. Tant pis, mais bon, ça occupait les pauvres pendant un temps. Et arrive le coup d'État permanent de 1958. Et à nouveau, on voit arriver un illustre général qui vous dit qu'il va mettre fin à la République des partis et qui dit « moi j'appelle un plébiscite ». Et que fait le peuple français en 58? Il vote massivement pour un État autoritaire, un État policier, la Ve République, qui n'a de république que le nom, et de démocratie que le nom aussi. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, voilà, on a une liberté d'expression qui commence à être de plus en plus entamée, on a le droit de vote, d'accord, mais bon, on peut voter pour les riches. Et les quelques plébéiens qui parviennent rapidement à gagner du pouvoir, pour la plupart, ils rejoignent vite les patricios plébéiens, puis ils disent non mais on va négocier. Là aussi, suivez mon regard vers Robert Rue, par exemple, pour ne citer que lui, ou d'autres. Bref, de nouveau, nous sommes dans une situation où on nous a vendu un sauveur ultime qui va sauver la nation d'elle-même. Macron. Il va nous sauver, Macron. Si vous écoutez la presse actuellement, Macron, il s'est écrasé dans le Kansas, il a été récupéré par les Kent. Bref, de plus en plus de gens aujourd'hui se rabattent, effectivement, sur les forces de l'extrême droite, alors par contestation, mais il y a de plus en plus de votes d'adhésion. Ça aussi, ça a été un problème sur la fin de la République. C'est qu'on ne savait plus faire la différence entre la gauche et la droite. C'était le même discours. Ça c'est les effets de Silas. De démanteler l'idée gauche-droite. Pas pour rien que c'est important. Aujourd'hui, on est un discours qui soit ancré à gauche. Qu'on se dise de gauche. Se dire, mais moi je suis ce que vous voulez, moi je suis d'accord avec vous, ça marche pas. Et ça ne peut qu'amener à la tyrannie. Parce que, mine de rien, il faut avoir un chemin clair. Pas pour rien que les gens finissent toujours par appeler un dictateur à la rescousse. Et le dictateur, il vient toujours avec les habits d'un populares. Toujours. Il vient toujours en disant, mais moi je vais sauver le peuple. Systématiquement. Quand Macron il a écrit son bouquin Révolution, il a expliqué dedans qu'il allait sauver le peuple, qu'il avait toujours été du peuple. D'ailleurs, souvenons-nous bien que, voilà, comme il l'a dit, quand il était étudiant, quand il avait que 1000 € pour finir le mois, c'était dur. C'est là où est le problème. C'est que de toute façon, on court systématiquement par instinct grégaire. On va faire rapidement un peu de biologie. Je vous rappelle qu'on a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien qui est au centre, qui gère nos instincts les plus primitifs, à savoir manger, se reproduire et donc survivre. Le cortex, le cerveau mammifère, qui nous permet d'avoir effectivement l'instinct de groupe, l'instinct grégaire. Et le néocortex, c'est ça qui fait de nous des humains, ça nous donne la raison. Sauf qu'on a plutôt tendance à se servir uniquement du reptilien et du cortex. Donc on pense d'abord à notre instinct de survie et à l'instinct grégaire, il faut un alpha. C'est lui le chef.
et on trouve un oméga à qui on peut rejeter toute la faute dessus. Bien pratique ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut dépasser ça. Hein, c'est les bas instincts. Donc ça implique un peu de raison. Et c'est là où intervient effectivement l'esprit philosophique dedans, la raison. Hein, je pense donc je suis, de Descartes. Très important, ça c'est la pensée qui nous définit. Et effectivement, on peut reprendre aussi cette phrase des stoïciens, la vérité est dans l'action. Et une action, ça parle. On peut tout promettre avec des mots. Hein, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. C'est vrai que l'action est là. L'action, là, on la voit là avec Macron. Pas le sauveur du peuple, c'est son oppresseur. Constitutionnaliser l'état d'urgence, puis sans sourciller, c'est normal, c'est plus efficace. Supprimer le code du travail parce que c'est plus efficace. Et c'est là où on perd tout l'esprit démocrate ou républicain même d'ailleurs. C'est que c'est pas un portefeuille qui régit ces systèmes, ce sont les gens. Et c'est là où est la grande force de la France insoumise, c'est de redonner tout ça aux gens. En un sens, voilà, la France insoumise, on serait presque les Gracques, dans l'esprit. De véritables populares. Hein, redonner la parole aux gens. Redonner notre vraie place, on est plus nombreux, c'est comme ça. Alors on va pas manger les riches, hein, quoique. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça le message qu'on doit faire passer. Hein, Demos Kratos, le pouvoir du peuple, oui, dans la res publica, dans la chose publique, parce que c'est toute chose politique et publique. Alors, pareil, la République en marche vers où, on ne sait pas, mais elle est en marche. Ils nous vantent là leur loi de moralisation de la vie publique. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent se légitimer pour les législatives, ils le savent bien d'ailleurs, pas pour rien qu'ils nous la sortent de leur chapeau. Pour dire, mais voilà, c'est aussi pour prouver qu'on est du côté du peuple. Alors qu'au final, c'est bon, elle a été publiée, il me semble, enfin en tout cas telle qu'elle va être votée, et ça moralise rien. Enfin, un peu, pour le principe. Mais comme, voilà, toute action politique est publique, forcément elle est morale. Il faut le faire avec dignité, on le fait pour les autres, on le fait pas pour soi. C'est un héritage, ça aussi, maléfique des patriciaux plébéiens. De toujours se faire valoir, faire ses micro-dynasties, penser à Fifi soit Fifi. Et là aussi, suivez mon regard vers l'extrême droite de la France. C'est là aussi, nous, qu'il faut qu'on agisse. De donner sa chance, effectivement, à tout le monde, mais en responsabilisant les gens. C'est pas en ayant une démarche paternaliste, comme la Ve République, qui est aussi un régime paternaliste, de donner cette occasion aux gens. Si vous avez, par exemple, l'occasion de lire la Constitution de 1793, vous la comparez à celle de la Ve République, après vous me dites laquelle est moderne. Hein. La différence, elle est là. En 1793, le but, c'était de responsabiliser les gens, de les investir dans la vie citoyenne. C'est comme ça qu'on en génère des citoyens avec l'école, avec l'éducation aussi. Ça va être aussi une des revendications à l'époque de Rome, aussi des populares. Hein. L'éducation pour tous, y compris pour la gente féminine. Et ça aussi, ils vont lutter, hein. Ils l'auront jamais. Mais ils vont lutter pour ça, pour éduquer les masses. Ils ont déjà compris, ces gens-là, il y a plus de 2000 ans, qu'il faut des gens éduqués pour gouverner. Pareil, aujourd'hui, vous contemplez nos élites. J'ai connu des élèves de 6e qui parlaient mieux anglais. Hein. Soyons honnêtes. C'est là où on est là. Alors, il y a le philosophe canadien Alain Deneau qui a publié un très bon essai que je vous recommande sur la médiocrité. Et effectivement, mais c'est ça aussi le jeu des optimates. De nos optimates à nous, puis même de ceux d'avant, c'est de laisser le peuple dans la médiocrité, dans le chômage par exemple. C'est bien utile, parce que comme ça, en plus, on peut dire, vous avez vu comme ils sont vilains. Et voilà. Alors que, qui est le véritable parasite social entre celui qui concentre tous les biens et tous les pouvoirs, et celui qui n'a rien, au final. C'est là aussi où le message de la France insoumise, il est important. Et pareil, le message de la France insoumise, il a beaucoup récupéré, alors pas forcément des stoïciens grecs, mais des stoïciens romains, sur l'idée qu'on fait partie effectivement de quelque chose de plus grand que nous, et qu'on doit en prendre soin, et ce truc plus grand que nous, c'est la Terre. On n'est qu'une planète. Les stoïciens romains, ils avaient compris qu'on était une espèce endémique. Donc il faut préserver ça, ce qu'on a. Aujourd'hui, vous avez les grands technocrates américains, comme Elon Musk, une espèce de faux prophète de la technologie, qui vous dit « mais moi je vous emmène sur Mars dans 15 ans ». Les humains qui vont aller sur Mars, je leur souhaite bien du plaisir. La gravité n'est pas la même, ils vont pas vivre vieux. Pareil pour la Lune, c'est pareil. On ne peut pas aller ailleurs, on est bloqué là.
qu'on le veuille ou non. On pourra envoyer des machines sur les autres planètes pour nous étendre, ça on pourra le faire, bien sûr. Mais nous, humains, on est condamnés à rester là. Donc d'où l'importance de prendre conscience de ça. Toutes les cultes mortifères destinés à servir les intérêts d'une minorité, nous on n'en a plus 5%, on en a un seul, sur 7 milliards quand même. Aussi on pourrait faire sécession, faire une bonne grève générale des familles, puis une œuvrée. Bon, on ne peut pas aller sur l'Aventin, je ne sais pas à côté, mais ne plus aller travailler réellement. Mais effectivement, il faut bien se rappeler que le pouvoir qu'on a sur les patriciens, c'est le pouvoir économique. Eux, ils disent qu'ils l'ont sur nous, mais c'est faux. Ils ont un pouvoir légal sur nous, bien évidemment. Mais ils ne sont pas légitimes. Et c'est ça aussi, l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. L'élection de Macron, elle est légale. Évidemment, il a été élu. Bon, contre Le Pen, donc il n'est pas légitime. Peu de gens, au final, qui ont voté pour ses idées, pour son programme. Quand on regarde, je crois qu'il n'y a que 16% au final de gens qui ont vraiment voté par adhésion, qui n'est pas légitime. Et pourtant, monsieur a fait le malin en disant « Mais si, je suis légitime ». C'est pas pour rien d'ailleurs qu'avant le premier tour, enfin avant le deuxième, je sais plus, il a dit oui avant le deuxième. Il y a encore moins législatif avec le Oui, mais tout à fait. Il avait bien dit « Vous votez pour moi, même contre Le Pen, ce sera un vote d'adhésion ». Et pas idiot celui-là. Sauf que, voilà, mais c'est qu'un mot. L'action, nous, on l'a faite. Alors certains sont allés voter Macron contre Le Pen, tant mieux pour eux. D'autres sont retournés voter France Insoumise, d'autres ont voté blanc ou ne sont pas allés voter. Ça regarde chacun d'entre nous. Mais il faut bien se rappeler, il faut rappeler, les partisans de Macron, ils ne sont pas légitimes. Ils ne représentent pas le peuple. Quels intérêts ils représentent? Et c'est pas en nous disant, mais c'est en favorisant les 1% qu'on favorisera tout le monde. Ça, c'est les théories de cet âne d'Adam Smith, qui aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a écrit ça, sur la théorie du ruissellement. Ah, c'est joli sur le papier, la théorie du ruissellement. Plus les riches deviennent riches, mais comme ils doivent donner un peu à ceux d'en dessous, qui deviennent riches aussi, mais qui doivent après donner, etc., tout le monde devient riche. Oui, sauf que les riches, ils ont tout bloqué en haut. Et forcément, ça ruisselle pas. Mais le ruissellement, ça marche. C'est pour ça que le capitalisme a un visage humain, paraît-il. Pour ma part, je ne l'ai pas vu. Et là aussi, on a le droit de dire non. Et ça aussi, la France Insoumise nous le permet. Bon, aujourd'hui, moi, je peux venir, vous parler donc de toute l'histoire de la République romaine, vous donner là mon opinion, comme je suis en train de le faire en tant que philosophe. Vous dire, en tant que philosophe, mais même la 5e République n'est pas légitime. Qu'est-ce qu'on a proposé aux gens en France quand De Gaulle leur a dit « Mais moi je mets fin à la République des partis ». Quel était le message? Et là aussi, c'est qu'il a fait appel à l'instinct grégaire des gens. Parce qu'il était le héros, le fameux sauveur de la France. Alors il a fait des choses, De Gaulle, on ne peut pas lui enlever ça. Mais à nouveau, c'est la résistance, c'est les populares qui sont allés se crever la peau pendant que lui, il était à l'ombre. Alors il faut bien des superviseurs, on est bien d'accord. Et lui, il a foutu le camp. Pas que. Et on peut passer aux questions. S'il y en a.